Bonjour à tous et bienvenue sur Audiophile détendu, jour 2 au High-End de Munich et du coup épisode 2. Allez, c'est parti. Bonjour Pierre. Bonjour Jonathan. Alors c'est quand même fort, tu fais la conclusion de l'épisode 1 et tu fais l'intro de l'épisode 2 quand même. Tout à fait, puisque du coup il y avait une marque qui est un petit peu nouvelle en France du coup et qu'il fallait absolument que vous découvriez et quand on dit qu'elle est nouvelle, puisse également découvrir. Et quand on dit qu'elle est nouvelle, ça date de quelques semaines, voire quelques jours. Voilà, exactement. Donc elle vient d'arriver en France. Donc pour certains, peut-être que la marque parle déjà, parce que c'est une marque britannique, YotaVX. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu d'où vient cette marque à la base? Alors cette marque, en fait, voilà, comme je le disais, vient du Royaume-Uni historiquement. Donc elle s'est construite notamment sur le home cinéma, donc avec des produits home cinéma, des blocs de puissance tout particulièrement. Il y a eu un rachat il y a à peu près 3-4 ans par une société allemande qui du coup a repris la marque et reparti sur une toute nouvelle conception avec de tout nouveaux produits. Donc c'est pas simplement une société qui a racheté pour acheter, c'est une société qui est aujourd'hui gérée par deux ingénieurs. C'est de vrais concepteurs produits. Et l'idée en reprenant YotaVX, c'était de conserver l'essence même de la marque, qui est de proposer des produits au rapport qualité-prix vraiment excellent. Toujours s'adresser à un public qui veut se faire plaisir avec un budget raisonnable, et ça reste très important, surtout de nos jours. Ok. On a du coup ici, on a l'ensemble de la gamme chez YotaVX qui est présenté au salon. Oui, absolument. Alors est-ce qu'on peut faire un petit tour des modèles qui sont présentés? On va commencer par le haut. Allez, on commence par le haut. Donc les produits stéréo. Donc le PA40, qui est un amplificateur de puissance stéréo, et l'intégré SA40. Hop, qui est juste là. Les deux ont une puissance équivalente, c'est 2 fois 150 watts sous 8 ohms, donc puissance réelle. Et en classe AB? Exactement, en classe AB, c'est alimenté par du transformateur torique massif. Donc là, ce produit-là est à 799 € et ce produit-là est à 999 €. Je reviens sur le SA40 qui pour le coup est un produit un petit peu particulier parce que, comme je le disais, donc, est un intégré. Oui. C'est un intégré qui propose également une entrée direct in, donc qui permet d'utiliser du bypass, donc d'alimenter une paire d'enceintes stéréo dans une configuration home cinéma et de basculer ensuite en configuration Wi-Fi. Donc qui permet du coup d'avoir une très très grande polyvalence. On a toute la connectique nécessaire avec donc des entrées analogiques, des entrées numériques, dont notamment une entrée HDMI. On a également du Bluetooth pour pouvoir, la fonctionnalité est présente, Bluetooth aptX donc en qualité CD. On a une entrée phono MM et MC, ce qui est vraiment assez unique sur un produit. Extrêmement rare à ce tarif-là, parce qu'on ne parle pas encore des tarifs, mais quand on va parler des tarifs, c'est assez impressionnant ce que YotaVX arrive à faire avec une telle puissance et une polyvalence, une versatilité, parce qu'en termes de connectique, vraiment, il y a tout ce qu'il faut, il manque quasiment rien. Exactement, y compris du XLR. Y compris du XLR, voilà, ce qui est vraiment extrêmement unique. Donc voilà, donc là on a vraiment deux très beaux produits relativement uniques sur le marché. On est à combien ici pour l'ampli? Donc 999 € pour l'intégré SA40 et le modèle, donc le bloc de puissance PA40, 799 € avec en plus, donc il y a la petite particularité, on peut alimenter évidemment une paire d'enceintes, on peut aussi alimenter deux paires d'enceintes, parce que pour le coup voilà, on a un petit sélecteur. Le petit sélecteur qui est là, donc qui permet en fonction de le faire. On peut aussi par exemple raccorder un caisson de basse si on a un DAC par exemple. Sur le bloc de puissance? Exactement. Donc qui permet directement d'attaquer un caisson de basse qui permet d'ajouter un petit peu plus de polyvalence si on a besoin d'avoir un renfort dans le grave. Donc, voilà. Donc là on a vraiment deux produits relativement uniques. Ensuite, ils sont sur la seconde étagère, donc qui sont les plus petits produits stéréo. Donc avec le bloc de puissance PA3. Quand même un bloc de puissance pour la série en dessous. Exactement. Donc notre PA3, ensuite le SA3 qui est l'intégré, et ensuite le NP3 qui est un lecteur CD et un streamer à la fois. Donc en termes de puissance, on va partir du bloc de puissance qui là est à 2 fois 50 watts en charge 8 ohms. La puissance reste équivalente sur l'intégré bien évidemment. Et nous sommes toujours en classe AB? Oui.
On est toujours en classe AB, c'est pas du classe D. Donc voilà. Ensuite, on a la possibilité de rajouter un petit module Bluetooth, donc une clé optionnelle si on souhaite la fonctionnalité. On a toutes les connectiques nécessaires, donc des entrées analogiques, donc une entrée phono MM, des entrées numériques également. Donc on est sur un produit en entrée de gamme en termes de propositions tarifaires. Et ensuite, le tarif est entrée de gamme, mais les prestations ne le sont pas forcément. Ne le sont pas, voilà. Ouais. C'est pour ça. Et ensuite, on a donc notre lecteur CD streamer. Donc on peut le voir, du coup, il n'y a pas de tiroir. Oui, c'est un manche-disque. C'est un manche-disque. Oui. Donc voilà, ce qui permet aussi d'éviter en fonction. On peut avoir certaines problématiques sur des lecteurs CD traditionnels où justement les courroies, les tiroirs qui, avec le temps, peuvent se dégrader. Exactement. Ouais. Donc c'est pour ça que YotaVX a fait ce choix-là. On a une partie streamer donc, qui permet justement, au-delà du Bluetooth, de pouvoir streamer directement en Wi-Fi. Donc c'est un module LinkPlay qui est directement intégré. Il y a une application pour piloter où on fonctionne en DLNA L'application LinkPlay par exemple, directement on peut utiliser. Oui. Et ensuite, donc, évidemment, on peut utiliser comme sa passerelle UPnP comme un PC, comme un NAS, etc. Du Spotify Connect par exemple également, qui est compatible sur ce produit-là. Alors c'est la grande annonce aussi du salon, c'est que Cobus Connect a été annoncé hier. Est-ce que ce produit à terme pourrait être compatible Cobus Connect? Là aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire parce que concrètement comme c'est un module, le module n'est pas conçu par YotaVX, mais voilà, comme c'est un module LinkPlay, ça va surtout dépendre de la mise à jour de ce module-là. Oui. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous assurer qu'il sera compatible. Voilà. Donc, mais il y a des chances qu'à terme, ça le soit sur celui-là ou peut-être sur le modèle la génération. Disons que voilà, on peut l'espérer, disons déjà du moins sur ce modèle-là. Donc voilà. Est-ce qu'on a une compatibilité? Alors je repasse sur la partie CD. Est-ce qu'on a, donc c'est un lecteur CD, est-ce qu'on a une compatibilité avec les disques en SACD ou pas du tout? Non, c'est un lecteur CD, voilà. Il est compatible avec la SACD sur la couche CD habituelle, voilà, tout simplement. Mais voilà, tout simplement, il n'y a pas de SACD sur ce produit-là. Ok. Les tarifs, ça donne quoi? Donc pour le bloc de puissance, on démarre à 399 €, pardon. Ouais. C'est mieux de se tromper dans ce sens-là. Voilà, exactement. Voilà. Donc 399 pour le bloc, 499 pour l'intégrer et 599 € pour le lecteur CD streamer. Voilà, qui intègre vraiment toute la partie. On a sur le streamer, est-ce qu'on a des sorties à gain variable ou c'est du gain fixe? Non, c'est du gain fixe. C'est du gain fixe. Okay. Donc on ne peut pas l'utiliser comme préamplificateur. Non, absolument. Il faudra avoir le petit frère en dessous. Absolument. Ok. Et après on a des grosses bêtes. Exactement. Donc là on attaque alors, en fonction la partie bloc de puissance un peu plus haut de gamme chez YotaVX. Donc l'AVX P2 840 qui est un véritable monstre. Alors là je suis en train de regarder la fiche technique. Les chiffres sont pas cohérents. C'est pour le prix, il y a quelque chose qui est étrange. Vas-y, je te laisse. Surtout étrange, c'est qu'on ne soit pas habitué c'est ça, à avoir ces chiffres-là, à ce niveau de tarif-là. Donc non, il n'y a pas de mensonge sur les chiffres, ce sont des chiffres réels. Aujourd'hui, sur ce bloc de puissance-là, donc on est à 580 watts par canal. Par canal, c'est même pas bridgé. C'est dans l'absolu, c'est une puissance qui est monstrueuse. 840 watts en charge 4 ohms. Donc c'est vraiment phénoménal. C'est bridgeable ou pas? Non, ça peut pas être budget. Bon après, en même temps, 580 watts, on commence à pouvoir driver à peu près normalement tout ce qu'il y a sur le marché. C'est ça. Donc c'est vraiment un bloc de puissance qui permet aujourd'hui d'alimenter une très large variété d'enceintes, vraiment extrêmement gourmandes quelle qu'elle soit, parce que 580 watts, clairement, on n'a aucune limite en termes de puissance. À l'intérieur, c'est vraiment ultra massif. On peut essayer de le sous-peser. C'est vraiment... Écoute Pierre, ça me rappelle les souvenirs et... Effectivement, il fait son poids. On voit qu'en plus, le capot du dessus est bien plus épais que sur les autres modèles. Effectivement. Donc je suppose que dedans, on doit avoir des transformateurs toriques énormes. Évidemment. Donc du coup, là pour le coup, c'est vraiment, on est sur du double transrotorique, vraiment ultra dense. Donc double mono. Exactement. Donc en sachant qu'on est sur un produit qui aujourd'hui, en termes de proposition tarifaire, extrêmement bas, 2199 € pour une telle puissance et surtout une telle qualité. C'est pas simplement une réserve de watts. Pour revenir le fait de dire un bloc de puissance, c'est pas simplement un bloc de puissance. Il y a aussi une capacité à fournir ce qu'on appelle le facteur d'amortissement, le courant de façon extrêmement rapide. Et un AVX P2 840, comme le reste de la gamme AVX P chez YotaVX, est vraiment un produit d'exception. Voilà.
Et ensuite on a tout en bas une partie avec l'amplificateur, un autre amplificateur de puissance si je dis pas de bêtises, et un préampli. Exactement. Alors, donc là on a le processeur AVX17, donc là on est sur des produits un petit peu plus home cinéma. Oui. Donc c'est un processeur home cinéma 17 canaux. Compatible évidemment Dolby Atmos, DTS:X, une carte HDMI compatible 4K HDR, Dolby Vision, HDR10, etc. On peut attaquer directement en RCA ou en XLR. On a une partie analogique. Voilà, exactement. On a une fonction de calibration acoustique. On a des égaliseurs paramétriques pour pouvoir aller plus loin. Si par exemple aujourd'hui, voilà, il y a de plus en plus d'utilisateurs par exemple qui utilisent REW pour faire une calibration justement extrêmement ajustée. Les égaliseurs paramétriques permettent d'aller extrêmement loin. Et effectivement, on a vu sur le salon avec les autres interlocuteurs qu'on a eu hier, c'est quelque chose qui est très mis en avant, la fonction de calibration avec roue par exemple. Oui. Exactement, parce que voilà, il y a aujourd'hui, c'est vrai que voilà, ce logiciel-là était méconnu encore quelques années et voilà, aujourd'hui, beaucoup de monde l'utilise de plus en plus et surtout voit le gain que ça peut clairement apporter. Quand c'est bien réglé, effectivement, c'est impressionnant. Donc voilà, donc après, il faut avoir un minimum de connaissances. Il faut y passer du temps. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Par contre, c'est pas la portée de tout le monde. Tout à fait. Donc notre AVX17, donc voilà, donc en tant que processeur associé à un bloc de puissance, donc 7 canaux, l'AVXP1, donc qui est le bloc de puissance le moins cher chez YotaVX en multicanal en 7 canaux. Donc on est sur un bloc de puissance de 120 watts par canal, donc 7 fois 120 watts en charge 8 ohms. Okay. Donc transfo torique, toujours. On est aussi sur 2 transfos ou un seul? Non, un seul. Un seul transfo, en sachant que voilà, en termes de proposition tarifaire, sur la VXP1, on est à 1379 €. On a également, pour 7 canaux, ah ouais. Pour un 7 canaux, on a un modèle qui rejoint la VXP, donc c'est la VXP7 230, donc un modèle légèrement au-dessus, qui lui atteint les 150 watts en charge 8 ohms, donc sur un ampli de puissance. Oui, parce que là c'est compliqué d'atteindre 580 watts sous 7 canaux. Je pense qu'il faut plusieurs alimentations. Voilà, effectivement, donc voilà, ça n'avait pas de sens de le faire. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a cette. Après, si vous avez une grande salle cinéma, vous mettez 7 amplis comme ça et puis voilà. Hein. Tout à fait, c'est également entendable. Donc en termes de tarifs, sur la VXP1, donc on est 1379 € comme on le disait, et la VX17, donc nous sommes à 1799 €. Toute la gamme n'est pas présente, je le précise. Comme je disais, il y a également un bloc de puissance 7 canaux AVXP7 230. On a un autre modèle 3 canaux, donc pour ceux qui ne souhaitent qu'amplifier la scène frontale en home cinéma, qui concentre à peu près 70% de l'information sonore, donc en fonction qui est là où la scène sonore est vraiment la plus gourmande en courant, donc qui est la VXP3 230. Ok, d'accord. C'est des prix qui sont... ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des tarifs aussi, je vais dire, agressifs. C'est vrai que quand on cherche un amplificateur, un préamplificateur, un processeur multicanaux, en général ça coûte très cher. Et là, à 1799 €, c'est un produit qui est presque seul dans cette gamme de prix. Exactement. Il y avait un marché il y a quelques années. Les fabricants traditionnels s'en éloignent de plus en plus. Il y a eu l'inflation avec le Covid, il y a eu des pénuries de composants. Exactement. Et ça a eu un impact très fort sur l'industrie. Il y a eu un impact, mais ça prouve aussi que quand on veut, on est capable de concevoir des produits, je dirais, pour aussi le commun des mortels, si j'oserais. Et c'est ça qui est toujours très important chez YotaVX, de s'adresser au plus grand nombre et ceux qui souhaitent véritablement un excellent rapport qualité-prix, pas simplement un prix. Ce ne sont pas juste des produits avec un prix, c'est réellement la conjonction des deux. Ok, on va se relever parce que du coup, on vous a teasé un petit peu sur cet ampli-là. Donc celui-là, on va le tester. On l'a d'ailleurs testé. Je ne sais pas encore quand la vidéo va sortir, mais très prochainement. Et on peut déjà vous dire que ça, c'est un futur best-seller. En tout cas, Pierre, merci beaucoup pour nous avoir accueillis sur le stand de YotaVX. Merci, on te souhaite une bonne fin de salon. Si tu ne feras pas l'outro, je suis désolé, hein. Tu as déjà eu le droit à 2 vidéos. En tout cas, on a hâte de tester aussi le reste de la gamme, notamment les blocs de puissance. Celui-là, il attise ma curiosité. Donc, c'est un peu de logistique en termes de poids, mais franchement, je pense que ça doit marcher très très fort. Merci beaucoup et puis du coup à bientôt. Merci à vous. Salut.
Bonjour Olivier, Bonjour Jonathan. tu vas bien? Très bien. On est chez Yamaha, c'est Ah bah marqué oui. sur ton t-shirt. Eh oui. Et cette année, il y a des nouveautés Oui. et vous revenez sur le marché du casque en force avec 2 nouvelles séries et en plus de ça, un amplificateur casque. Donc là ici, on est en présence du petit frère du 5000 SE Oui, que vous avez testé il n'y a pas longtemps. qu'on a testé. D'ailleurs, la vidéo, elle sort dimanche. Ah. Donc c'est un week-end très chargé. Hein. Super. Voilà. Donc ça correspond à une belle liaison entre la sortie du petit frère. Exactement, exactement. Bon. Pour la petite histoire, on a appris la nouveauté le jour où on a fini le tournage Le du test. casque. Donc D'accord. Bon. ça a été assez rapide. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce nouveau modèle et notamment ce qui peut le différencier du 5000 parce qu'on retrouve les mêmes haut-parleurs, si je ne dis pas de bêtises. Alors effectivement, c'est vraiment le petit frère du 5000, puisqu'en fait c'est la même structure. Oui. On a la même architecture au niveau de son confort et de son arceau. On a la même structure au niveau du haut-parleur, parce que c'est un haut-parleur orthodynamique, donc toujours un planard. C'est toujours un casque ouvert, bien évidemment. La différence est très subtile, c'est des petits composants qui ont été modifiés dans certains cas, notamment au niveau du filtrage. C'est plus du tout le même matériau. Au niveau du haut-parleur, il y a une petite modification aussi qui a permis effectivement de changer un petit peu la sonorité. Ok. Et C'est vrai que le 5000 était très défini dans le haut du spectre. tout à fait, très analytique, très détaillé, Oui, etc. oui. Et donc le 4000 lui va aussi avoir moins d'accessoires. Puisque le 5000 SE avait donc tous les accessoires complets, à savoir les 2 paires de coussinets, les 2 paires de câbles, le support. Oui. Et donc tout ça, on n'aura plus sur le 4000 puisqu'on aura simplement une paire de coussinets hybrides, cuir et daim de Suède, Ok. et un seul câble asymétrique livré avec. Par contre, il sera livré avec son petit sac de transport. Ok. Ça veut dire que quand même les câbles asymétriques qu'on avait sur le 5000, on pourrait éventuellement les utiliser ici. Et tout à fait, donc le symétrique et le XLR, en option, on pourrait effectivement les mettre. Et y compris d'ailleurs les coussinets, puisqu'en fait c'est compatible en termes de On va dire que l'arceau, pas l'arceau, mais les écouteurs, eux, sont quasiment identiques Ouais. au 5000. Ouais. C'est aussi du magnésium. Alors c'est aussi du magnésium, tout à fait. Voilà. Et après il y a des petits distinctifs, signes distinctifs, c'est les couleurs. La couleur en acier alors qu'il est noir sur le 5000. Oui, avec le numéro de série qui est gravé Exactement. dessus. Là il n'y aura pas de numéro de série. Par contre, ce produit-là, il est aussi fabriqué au Japon, à Kakegawa, dans l'usine de piano. Ok, d'accord. Donc c'est les mêmes ingénieurs et les mêmes Ah oui, techniciens oui. qui font les Tout à fait, donc c'est assemblés la à même la main. équipe. Exactement, c'est vraiment un produit made in Japan. Ok, d'accord. Donc on a vu que les toutes petites grilles avaient été changées. Oui, Le haut-parleur a été légèrement modifié. oui, Ça reste compatible du coup avec tous les accessoires du 5000. absolument. Est-ce qu'on a des idées de tarifs sur ce modèle-là et quand est-ce que ça va être disponible? Alors, pas encore d'idée de tarif, parce que pour l'instant c'est encore C'est une présentation. une présentation. Et c'est pareil, au niveau du lancement, on sait que ça sera sur la fin de l'année, mais on n'a pas encore de date précise. Ok. Donc je disais que Yamaha revient vraiment en force dans le monde du casque parce que ce n'est pas la seule nouveauté Ben non. concernant les casques et on va du coup aller voir juste à côté. Donc on va Exactement. faire une petite coupure parce qu'il y a un petit peu de monde et on va aller voir ça. Très bien, à tout de suite. Donc nous sommes ici sur le petit frère du 4000. Alors, on va dire que c'est pas le petit frère, mais c'est un complément de gamme, puisqu'on n'est Ok. plus du tout sur la même technologie. D'accord, effectivement on voit qu'on n'a plus les haut-parleurs orthodynamiques. Exactement. Là on utilise quel type de haut-parleur? Alors, déjà, c'est un casque clos, Oui. d'où le coffrage ici que l'on a en présentation avec les différentes étapes de finition. Et on Donc, on s'aperçoit part du que bois, déjà, effectivement, la structure est en bois. Oui. On sait pourquoi, l'ADN de Yamaha, Effectivement, la les connaissance pianos. et le travail du bois sur les instruments de musique. Et là, les Japonais, en fait, ont travaillé aussi là-dessus, notamment sur les différentes catégories de bois, pour trouver le bois qui était le plus approprié en termes d'acoustique et en termes de réponse par rapport aux haut-parleurs. Donc là, il y a eu vraiment un travail très très approfondi sur le sujet. Et est-ce qu'on sait quelle essence de bois a été retenue au Oui, final? c'est du hêtre. C'est du hêtre. C'est du hêtre, tout à fait. Ok. Et donc, comme c'est un casque clos, effectivement, on a un haut-parleur cette fois-ci dynamique, mais aussi qui a été élaboré par les ingénieurs de chez Yamaha. Donc, c'est vraiment un développement interne de ce produit, au même titre que le 4000 et le 5000. Voilà. Là on n'utilise pas une membrane Millard. Non. Alors, c'est une membrane pareil, très spécifique, je ne peux pas en parler. Ok. Mais C'est le toujours- secret de maison. C'est le secret pour l'instant maison. Et là aussi, c'est dérivé, en fait, on va pas le cacher, mais des enceintes acoustiques
classique. Donc il y a toujours des passerelles. En voyant la membrane, effectivement, on se doute qu'il y a sûrement des fibres de bois à l'intérieur. Par exemple. Voilà, par exemple. Ou autre chose. Mais voilà. Ouais. C'est lié effectivement, notamment aux séries NS, plutôt haut de gamme. Oui. Et donc on en parlera. Excellente série. On avait décerné un award à la NS800A qui était une excellente enceinte. Donc on est dans cette typologie et donc avec effectivement un casque aussi qui est très élaboré en termes de confort, parce que c'est un sujet très important pour Yamaha, parce qu'ils estiment que quand un consommateur va investir un certain budget dans cette catégorie de casque, le but c'est de pouvoir le supporter longtemps pour avoir de très belles écoutes avec. Notamment les deux casques qu'on a vus précédemment, le NS5000 le YH5000 et le 4000, sont des casques extrêmement légers. Voilà. Donc là en fait on reprend quasiment la même structure, le même support avec l'arceau et le deuxième bandeau qui va permettre de diffuser en fait le poids du casque d'une façon très homogène, et on reste dans des catégories ultra légères parce qu'on a 320 grammes sur ce modèle aussi. Ah oui, donc effectivement c'est très léger. Et même le même poids qu'un 5000 d'ailleurs. Ouais. En termes de connectique, on est comme sur la série 4000 ou pas? Oui, tout à fait. Donc tous les câbles sont compatibles aussi. Okay. Donc là, en fait, le casque sera livré tel quel. Il y aura donc un seul câble asymétrique et donc une housse de transport. Ok, d'accord. Et donc tous les accessoires sont compatibles, hormis par contre les coussinets, je pense là. Ah oui, les coussinets, parce qu'on n'a pas du tout la même forme, effectivement. Ils sont peut-être même pas modulaires. Non. Ok, d'accord. Parfait. Donc voilà. Je pense aussi pas de délai, pas de prix annoncé pour le moment. Les prix, c'est pareil, ils sont en train d'être définis comment ils vont faire. Et on sait que le produit va sortir en fin d'année. Donc tout ça c'est en fin d'année, donc normalement au PAVS on aura plus d'informations sur les disponibilités et les prix. Oui. Ok, super. Et normalement ils seront aussi en écoute comme ils le sont là. Et quand on est arrivé tout à l'heure, tu nous as dit, donc on t'a dit on vient pour les casques, et tu dis mais il n'y a pas que les casques, il y a aussi un amplificateur. Et ça on était passé à côté, donc du coup on va peut-être aller voir ça. Pour nous aussi c'était une surprise parce qu'on ne les attendait pas là. Oui, tout à fait. Okay. Bon, on l'a su il y a quelques mois, mais quand ils nous ont annoncé effectivement qu'il y avait un nouveau venu en ampli casque, c'est curieux. Donc du coup on va aller voir ça tout de suite. Allez. Alors donc on est en présence d'un nouvel amplificateur casque qui est, j'ai envie de dire, un peu plus traditionnel en termes de design, quoique. Pourquoi quoique? Parce qu'on retrouve les gimmicks qu'on a sur le modèle, sur le grand frère. Oui, et puis en plus, si tu as remarqué, on a cette fameuse petite courbe qui rappelle la courbe des pianos. Effectivement, j'avais pas fait l'approchement. Voilà, oui, c'est le clin d'œil, c'est exactement ça. Alors on n'a pas parlé spécialement du châssis, mais on voit ici une présentation de l'épaisseur qui est assez impressionnante d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'informations là-dessus? Effectivement, quand on a parlé simplement de la courbe qui rappelait les pianos, quand on voit effectivement le côté épaisseur du châssis, l'objectif évidemment c'est toujours d'éliminer au maximum les vibrations inhérentes au fonctionnement de l'amplificateur. Donc là effectivement, par rapport à la structure d'un HAL7 qui est en double boîtier décalé, c'était plus compliqué d'avoir la même épaisseur. Donc là effectivement ils se sont mis une épaisseur conséquente, encore une fois pour absorber toutes ces vibrations et ces résonances que l'on peut avoir. Et que ça soit sur la plaque de fond, mais également sur la plaque du dessus et sur les côtés aussi. On a le côté de la façade d'ailleurs, et même l'arrière on va avoir une... Et les pieds, on retrouve le même système de pieds anti-vibration. Oui, c'est des pieds anti-vibration effectivement dédiés. Un tout petit peu plus petit, mais ça reste la même technologie. Alors bon, effectivement, un nouveau venu, ampli casque, qui va s'appeler donc HA3000A, HA pour Headphone Amplifier, le niveau 3000 et A pour la première génération. Donc c'est un ampli casque avec un DAC intégré. D'accord. Donc effectivement, on est avec la technologie classique de Yamaha en termes d'amplification. Par contre, il n'y aura pas comme le HAL7, donc qui est le modèle haut de gamme, les systèmes de champs sonores avec les possibilités, avec les DSP. Voilà, tous les modes DSP, de recréer des champs sonores spécifiques. Ok, d'accord. Donc ça c'est pareil, c'est un produit par contre qui arrivera un peu plus tard dans la saison, vraiment toute fin d'année, voire peut-être début de l'année prochaine. Et on n'a toujours pas évidemment là encore moins d'idées de prix. Maintenant on sait qu'ils veulent aussi pouvoir rendre plus abordable effectivement la gamme d'ampli casque. Ok, je vois qu'en termes de connectique, on n'a pas tout à fait la même chose que sur le grand frère, on n'a pas de prise symétrique en 4,4 mm. Oui, exact, il y en a une en moins. Alors bon, pourquoi ce choix, je ne sais pas, peut-être qu'ils se sont dit ça permet aussi de descendre en gamme peut-être. Mais là bon, c'est un petit point sur lequel je reviendrai peut-être plus tard parce que j'ai pas eu d'infos sur ce sujet. Ok, d'accord. Sur ce modèle-là, la connectique aussi évolue.
on peut la regarder vite fait. Donc du coup, il y a des nouveautés également à l'arrière de l'appareil. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? C'est-à-dire que par rapport au HAL7, donc effectivement, on a une entrée XLR en plus. Supplémentaire. Que l'on n'avait pas. Voilà. Ok, pour pouvoir brancher notamment un lecteur SSD de la marque Par exemple. Ok, et avoir un signal full symétrique de l'entrée à la sortie. De l'entrée à la sortie, exactement. Ok, super. Et ben écoute Olivier, je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Eh bien avec plaisir. On te souhaite un bon salon. Merci Et puis à on se vous retrouvera au PAVS de toute façon à la fin de l'année. Exactement. À bientôt. À Salut. bientôt. Au revoir. Bonjour Nicolas. Bonjour Jonathan. Tu vas bien? Parfait. On est chez AudioQuest, qui est une marque de câbles. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire d'AudioQuest? Oh, alors, vous avez encore une petite heure devant vous? Non, bon. Bon, déjà, je suis très content de vous recevoir ici, le dernier high-end à Munich. C'est vrai, c'est le Voilà, dernier. dans la pièce AudioQuest, pour te raconter un petit peu l'histoire de la fondation d'AudioQuest. Il y aurait rien de mieux que le fondateur qui se balade par là, qui est avec d'autres équipes aussi de journalistes. Voilà, on va parler en son nom. Donc, en fait, AudioQuest est parti, enfin Bill Lowe, le fondateur d'AudioQuest, fin des années 70, grand amateur de musique, grand amateur de hi-fi, avait des équipements fantastiques, mais à ce moment-là, en fait, le câble qui était fourni avec tous les appareils, que ce soit câble d'alimentation, câble haut-parleur, c'était vraiment du très basique. C'était ce qu'on appelait du câble de lampe à chevet, du 2x0,75. Donc véritablement quelque chose qui n'était pas d'une section fantastique. Donc en fait, de fil en aiguille, il est parti sur une recherche complètement empirique de mettre une plus grosse section, de mettre des brins non plus multi-brins mais des brins solides, de mettre une isolation, et c'est comme ça qu'est partie en fait l'histoire d'AudioQuest et qui reprend en fait chez nous, tu verras sur toutes les publications, sur tous les catalogues, les 4 fondamentaux sur lesquels travaille AudioQuest qui sont la qualité du métal, la qualité de l'utilisation des monobrins, la dissipation du bruit et de la géométrie intégrée dans les câbles. Et c'est là-dessus qu'on essaye de faire les câbles non pas magiques qui vont rajouter des choses, mais on va essayer de faire plutôt des câbles qui essayent d'en perdre le moins. Ça, ce sont les fondations. Ouais, ok. Vous faites vous-même, du coup, les brins qui sont dans les câbles, c'est AudioQuest ou c'est acheté en bobine? Ça se passe comment? Ah non, tout ce qui est fait par AudioQuest est monté, développé et designé sur le cahier des charges, justement, de ces 4 fondamentaux propres à AudioQuest, sur cette qualité de métal, sur cette qualité d'isolant, sur cette qualité de dissipation du bruit, de dissipation justement de courant de contre-réaction. Enfin, voilà, on travaille sur pas mal de choses pour obtenir le moins de pertes possible. Ouais, ok. Aujourd'hui, dans la gamme chez AudioQuest, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme produit? Alors, on peut retrouver toutes les 2 familles principales, qu'on va dire câble analogique. Quand je dis câble analogique, eh bien, c'est ce que tu vas voir principalement on a des exemples ici, câble de modulation, câble haut-parleur, comme on peut le voir en dessous, câble d'alimentation. Ça aussi, c'est une grosse famille chez AudioQuest, mais pas que. Il y a aussi ce qu'on appelle sur les câbles numériques, comme on peut voir ici, câble USB, câble Ethernet, câble HDMI. Et en fait, on ne fait pas de différence. Pour l'analogique ou le numérique, on met de l'attention sur tous les détails, qu'ils soient analogiques ou numériques. Ok, d'accord. Donc ça, c'est la partie câblage. Oui. Mais il y a d'autres produits également. Oui, tout à fait. C'est des choses qu'on peut montrer juste après. On a aussi les conditionneurs secteurs. Donc, c'est tout ce qui est traitement du courant qui arrive aux appareils. Parce que... Tu peux expliquer rapidement en quoi ça consiste un conditionneur secteur? Alors, très rapide. De façon schématique, le principe de ces conditionneurs secteurs, c'est de refaire ressortir le bruit qui rentre par le courant électrique, puisque tous les appareils connectés dans un réseau électrique domestique amènent du bruit, c'est-à-dire on a du CPL, on a de l'information via les compteurs Linky, on a un transformateur peut-être d'un frigidaire qui est vieillissant et qui lui-même crée un bruit dans le courant électrique. Les éléments de découpage. Les éléments de découpage, ça, effectivement, merci, parce que c'est effectivement aussi un élément clé. Eh bien tout ça, tous ces bruits-là, quand ils rentrent dans un amplificateur, comme il porte bien son nom, est amplifié. Donc ce n'est pas qu'on va... On va une distorsion phénoménale, on ne va plus entendre la musique, mais au contraire, le fait d'enlever, de dissiper ce bruit, va enlever un petit peu cet effet de brouillard
sur le résultat global du système. Ok, d'accord. Super. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter éventuellement? Par rapport à ce qu'on fait chez AudioQuest, en fait, il y a plein de petites familles de produits sur lesquels justement, quand on parle du bruit, il y a aussi, regardez, on a tous ces petits bouchons sur toutes les entrées d'un amplificateur. Potentiellement, ces entrées-là sont aussi des antennes. Donc en fait, voilà, on paye vraiment de l'attention au moindre détail pour éliminer les risques potentiels. Exactement, parce que ce sont des effets à captation comme une antenne de bruit, naturellement présents dans nos intérieurs modernes avec la 5G, le Bluetooth, le réseau Wi-Fi. Tout ça, ce sont des ondes à des très hautes fréquences qui peuvent être captées par tous les appareils qui sont potentiellement mal isolés. Ok. On revient au câblage. Est-ce que tu as une idée de fourchette de prix? Chez AudioQuest, on peut avoir des câbles à partir de combien et ça peut aller jusqu'à combien? On peut avoir des câbles de 3 à 90 000 euros. Donc en fait, on a une bonne nouvelle, c'est que chez AudioQuest, il y a un produit pour tout le monde et à n'importe quel prix. Ok, d'accord. Ici, vous faites une démo juste derrière. Tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Je vais en dire très rapidement parce que je vois que tout le monde est en train d'attendre pour la démonstration. Donc en fait, la démo que vous allez voir, elle est basée sur un système simple, à peu près sur une paire d'enceintes, un amplificateur. On a 3 sources. 3 sources. La première, elle va être juste branchée avec en Wi-Fi entre le network. On va passer sur le modèle au-dessus. À chaque fois, on aura le même streamer DAC. On passe au-dessus sur branché non plus en Wi-Fi, mais en Ethernet avec le câble gratuit qui est fourni déjà dans la boîte. Donc comme quoi, en fait, on peut tout simplement upgrader son système en utilisant un câble Ethernet qui est gratuit. Et ça fait, je pense, une différence dans ce monde qui est de plus en plus Wi-Fi ou sans fil. On voit qu'effectivement, le Wi-Fi, ça a un côté pratique, mais en termes de performance, de stabilité, oui, il peut y avoir des décrochages. Voilà, tout à fait. Et sur le dernier élément, la dernière source, là, on lui a mis la totale de chez AudioQuest, un câble d'alimentation, un câble de modulation et un câble Ethernet AudioQuest, un câble numérique. Okay. Donc, et avec on a essayé de respecter une règle qui pour nous n'est pas forcément la meilleure, mais c'est celle qu'on entend régulièrement dans un magasin, c'est que l'amélioration qu'on a portée au système va respecter la règle des 10%. C'est-à-dire que sur ce système-là de 4 600 €, on aura rajouté 450 € de câble. Ok. Et les sources, ce sont des appareils, c'est WIM du coup Tout à fait, c'est le WIM Streamer DAC Ultra, chaque fois, 3 fois le même. Et en fait, sur les 2 premiers, on a utilisé les câbles qui sont fournis directement avec l'appareil, qui sortent de la boîte. Donc en fait, en mettant un câble Ethernet, ça coûte 0, parce qu'il est déjà inclus avec... Donc c'est déjà la base, le minimum, c'est on branche en Ethernet. Exactement. C'est le minimum. Voilà. Ok. On va laisser maintenant faire la démonstration et je vous invite à la suivre. Super, je te remercie Nicolas. Et puis merci à toi Jonathan. Merci pour la visite. Bon courage, salut. Bonjour Jonathan. On est chez Dali qui présente cette année une nouveauté. Un petit caisson. Ouais, un petit caisson. Une nouveauté de taille et de poids, surtout, je pense. Tout à fait, oui, parce que là, ils ont vu grand, ils ont vu très grand. Donc c'est le premier d'une gamme qui sera décliné par la suite, mais ça vraiment par la suite, parce que c'est un produit qui sortira vers septembre de cette année. C'est une première caisson dans ce format-là. Ah oui, dans ce format-là, oui, tout à fait. Ils voulaient, il y a un marché sur ce type de gros caissons, donc autant que Dali y aille, pourquoi pas, sachant qu'ils savent faire les produits et sachant qu'ils savent faire aussi leur haut-parleur, donc oui, pourquoi ne pas en profiter, tout simplement. Donc voilà, là c'est le premier d'une gamme. On est sur des grosses pièces avec beaucoup de puissance, puisque là on a un amplificateur qui fait 1500 watts. 1500 watts. Okay. Avec des crêtes à 2200, 2300 watts. Donc c'est une amplification classe D? Classe D, oui, tout à fait, oui. Pour pouvoir avoir de telles puissances, je crois que de toute façon, après, si on voulait avec une amplification traditionnelle, on aurait quelque chose qui serait peut-être encore plus gros. Oui, c'est ça, ouais, exactement. Voilà. Ok, donc ici, une amplification en classe D. En termes de connectique, qu'est-ce qu'on a? On a en du grand classique, puisqu'on a effectivement les entrées traditionnelles, lignes. Je vois qu'on a aussi un petit peu on a du XLR, on a de l'USB, donc je pense qu'il y a des mises à jour firmware qui peuvent être certainement, oui. De toute façon, aujourd'hui, les USB sont là pour les firmware, les updates. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a une correction paramétrique sur ce caisson? Alors, on peut effectivement avoir. Alors, on n'a pas de système avec un micro, mais on a sur le devant du produit des petits boutons qui permettent effectivement de faire pas mal de réglages manuels. Après, bien entendu, un système home cinéma avec correction, on va pouvoir
adapter effectivement les fréquences et toutes ces choses Plus qu'on facilement. demande à un système. Là, ça pour le demande cinéma. une expertise. Oui, tout à fait. Oui, C'est plus, voilà, je voilà. pense, pour un usage hi-fi. Oui, alors en fait, oui, tout à fait. Il y a un usage hi-fi qu'on peut avoir sur le produit et Home Cinéma, une sorte de produit qui va faire un peu les deux. Parce que de dire qu'un caisson fait de la musique, c'est un peu bizarre parce qu'un caisson c'est ultra grave, c'est des fréquences effectivement qui sont très longues et on dit que c'est pas forcément là qu'on va chercher le produit hi-fi, mais on s'aperçoit que pour la écouter avec un environnement hi-fi avec des bibliothèques, eh bien il se passe des choses qui semblent aller tendre vers la musique. Voilà. Quand c'est bien réglé, Donc ça quand peut c'est être bien très réglé, ça surprenant. peut être très bien. Alors, c'est vrai que le caisson à régler, c'est jamais bien facile parce qu'il va s'occuper d'une plage très courte, mais qui est importante pour ressentir les graves. Donc c'est souvent ça qui est difficile à régler. On dit souvent que le caisson, il va faire qu'une seule fréquence parce qu'il est là pour booster quelque chose qu'on a envie d'avoir en infragrave. Mais c'est bien si ça fait un peu de musique et si ça sait faire autre chose que 2 Hz, enfin une quarantaine de la fréquence, que de la fréquence grave. Donc c'est un peu ce que fait ce caisson-là. Et ça le fait plutôt bien. Donc c'est pas facile, bien entendu, à travers cette vidéo de ressentir ce que peut donner le caisson. Alors on l'a mais- ressenti, pour tout vous dire, on a pris le café en bas ce matin, il y avait les tasses qui tremblaient sur la table. Voilà, donc c'était assez impressionnant. On n'a pas parlé de la pièce maîtresse quand même de ce caisson, c'est le haut-parleur. Le haut-parleur, oui, tout à fait. Alors, comme on peut voir, on retrouve ce type de haut-parleur avec ce type d'amortisseur qui fait le pourtour du haut-parleur. Qui est assez atypique. Qui est assez atypique, là, qu'on retrouve d'ailleurs sur un de nos produits pour le CI, qui reprend un peu cette technologie, qui permet d'avoir quelque chose d'assez qui retient le haut-parleur, parce qu'on a des fréquences qui sont et des puissances qui et de la sont- qui pression, sont- ouais. il y a de la pression et tout ça, il faut que ça tienne, parce que le débattement, je vous l'ai pas dit, mais le débattement de ce caisson, c'est quand même 7 cm, donc c'est beaucoup. Donc c'est sollicité tout ça. Donc, Effectivement, faut pas laisser sa main devant. Voilà, tout à fait. Est-ce que tu as des informations sur les matériaux utilisés, notamment pour la membrane? Le diamètre du haut-parleur, effectivement, c'est un 16 pouces, donc assez important pour pouvoir faire ce genre de travail. Donc on demande à un caisson de cette Dans les taille-là. caissons graves, en général, on essaie d'avoir le On plus essaie gros d'avoir. haut-parleur possible. Ouais. C'est une membrane papier? Moment de papier, tout à fait. Et le haut-parleur, c'est un haut-parleur développé par Dali. Qui est fabriqué maison, fabriqué maison, comme tout à tous fait. les haut-parleurs Dali, Comme tous les d'ailleurs, haut-parleurs tout est Dali. fabriqué Voilà, et tout à tout fait. est assemblé Voilà. On par retrouve dans la construction interne qu'on peut voir à travers ce plexi, le fait de renforcer bien entendu dès qu'on peut l'intérieur de l'appareil. Donc les renforts qu'on a ici, ce sont les renforts réels qu'on a dans le Tout à caisson. fait à l'intérieur du caisson. Voilà. Et on retrouve toujours ces évacuations que l'on peut avoir sans accroche à l'arrière du son. Oui. On s'aperçoit que dans les flux comme ça d'échange d'air, il faut que ce soit le plus fluide possible. Oui. Et toujours ce cône qu'on retrouve devant et derrière. Ouais, c'est pas un tube droit. C'est pas un tube tout droit, voilà. Parce qu'on fait des cassures, c'est le cas de dire que l'on casse à ce moment-là, qu'on n'a pas avec le fait que ce soit effectivement évasé sur l'entrée et la sortie d'air. Voilà. Ok. C'est quoi la plage de fréquence? Et donc pour répondre à ta question sur les fréquences de coupure, enfin du moins la plage de travail du caisson, c'est assez étonnant puisqu'on est sur le haut-parleur à 19 Hz, donc c'est très très bas. Oui. Et par les évents, par le système effectivement de basse réflexe, on tombe à 18. Ok, donc l'accord permet de grappiller 1 Hz. Ah voilà, on a grappillé un petit Hertz. Et peut-être même encore un peu plus suivant la pièce. Oui, Voilà, peut-être, ouais. voilà. Donc à ces niveaux-là, on ressent plus qu'on entend. Quoi. Oui, effectivement, c'est plus de la pression. C'est plus de la ouais, pression ouais. acoustique. Ouais. Et bizarrement, par rapport aux autres questions, on n'a pas d'imitation, c'est-à-dire qu'il est capable de monter jusqu'à 1000 Hz. Donc ça veut dire qu'on peut aller, On peut se raccorder à n'importe quelle enceinte Ouais. pour avoir quelque chose et une écoute vraiment hi-fi quoi, du système. Ok, Tout d'accord. en étant très très puissant et très punchy pour ce qu'on lui demande, c'est-à-dire être un caisson de grave. Quoi. Mais c'est Donc vraiment original d'avoir une fonction et les feux qui te permettent de monter fait. aussi haut. Voilà. Je crois que c'est une première, j'ai jamais vu Ouais, ça d'ailleurs. voilà, tout à fait, donc c'est... Ok, Ça d'accord. s'entend, il faut l'écouter. Il faut l'écouter, ouais. Nous après on va aller l'écouter. Il y a d'autres nouveautés chez Oui, tout Dali, à fait. Alors, notamment après, sur le in-selling. In-selling, tout à fait. On va passer de l'autre côté. Donc on va faire une petite coupure et puis on va y aller. Alors donc on est ici devant la nouvelle gamme in-selling. Et tout à fait. Alors en fait, on a un nouveau produit, puisque déjà la gamme est déjà bien assez complète, mais il nous manquait quelque chose qui était à nos yeux assez important, c'est d'avoir effectivement un haut-parleur qui permette d'avoir une inclinaison des principaux HP.
Bon là, bien entendu, aigu et boomer médium. Donc, je vois c'est gradué, donc ça veut dire que ça tourne pour En fait, on peut effectivement, là c'est simplement pour essayer d'avoir, quand on a installé son système au plafond, qu'on ait tous, on veut la bonne au milieu, sur les côtés, etc. Avoir une inclinaison qui est à peu près identique. Voilà. Mais surtout, ce genre de produit est demandé quand on a au plafond et qu'on souhaite avoir devant une baie vitrée un système home cinéma, et puis on est coincé parce que bien entendu, si on n'a pas d'inclinaison, on prend l'information comme une douche, quoi. Oui. C'est pas un Atmos, c'est vraiment pour les frontales, les LCR. Oui. Donc c'est bien d'avoir un haut-parleur qui dirige vers soi-même quand on fait une écoute. Voilà. Ok, d'accord. Il y a d'autres particularités sur cette enceinte? En fait, on reprend exactement de ce que l'on trouve sur la gamme actuelle, c'est-à-dire les mêmes boomers, le même type de... Tout est identique. On sur retrouve ça sur la Rubicon, gamme. notamment. Oui, tout à fait. Donc on retrouve ça aussi sur les gammes K, H et HR que l'on a dans nos produits in-selling ou in-wall, enfin toute la partie CI. C'est les mêmes, ce qui fait qu'on peut faire un ensemble complet avec toujours les mêmes haut-parleurs pour la cohérence, bien entendu. La cohérence, bien sûr, c'est qui est très important. Tout à fait. Et j'en profite puisqu'on est ici, on a devant, alors donc c'est plus un rappel, c'est qu'on retrouve sur notre haut-parleur in-wall pour le caisson, ce haut-parleur qui reprend un peu le même système de suspension pour les infragraves qu'on a vu sur le gros caisson tout à l'heure. On s'aperçoit aujourd'hui que il y a une demande sur le caisson encastré parce que quand on fait une installation home cinéma où tout effectivement est bien propre, bien mis dans les murs et que l'on met un caisson et qui est un caisson traditionnel, c'est-à-dire un cube, souvent la demande, on se dit ça serait bien d'aller jusqu'au bout et de mettre ça dans le mur. Ouais, donc on est sur un coût qui est supplémentaire parce que bien entendu ce sont des haut-parleurs qui sont passifs. Donc il faut joindre ça à un amplificateur. Que lui par contre on ne met pas dans le mur. Alors lui on le met pas dans le mur, on met dans son installation. Par contre, faites pas la bêtise hein. Non, c'est pas fait pour. Par contre cet ampli est capable effectivement de gérer n'importe quelle voix, mais particulièrement faite entre autres pour les caissons, parce que là on va effectivement lui dire de telle fréquence, telle coupure, telle bande passante, etc. avec quoi je veux me raccorder. Donc il y a à ce jour 2 produits, un modèle avec 2 canaux et un modèle avec 4 canaux. Et ça c'est pilotable dans un environnement avec de la domotique? Tout à fait. Pour le paramétrer. Voilà, tout à fait. Voilà. Ok. Il y a aussi, tu as parlé d'autres petites nouveautés, notamment une série de casques. Tout à fait. Là, on a en fait sur nos casques une nouvelle couleur. Donc on va passer à côté. Ok. Et donc voilà la nouvelle couleur de l'IO12. Que l'on appelle Mocha. Haut de gamme. Alors il faudrait se mettre sous un éclairage adéquat pour pouvoir se rendre compte effectivement de la couleur. Donc c'est exactement le chocolat même clair, une sorte de chocolat clair. Voilà. Donc ça c'est. Je pense qu'il faudra peut-être faire un zoom après par la suite sur le produit. Donc c'est le même produit, c'est vraiment une nouvelle collection de couleurs. C'est une nouvelle couleur. Voilà, tout à fait. Et comme on est dans les couleurs, il y a juste à pivoter puisque nous avons ajouté sur la gamme Epicor qui est derrière vous. Et bon, on va le faire sans transition d'ailleurs. Voilà, sans transition. La couleur blanche qui était finalement demandée. Parce qu'au départ, toute la gamme Epicor était avec les couleurs qui sont présentées là. Ok. Mais il manquait le blanc, on nous l'a réclamé et finalement elle sera disponible prochainement. Elle est très très belle et d'ailleurs le cache aussi a été adapté à la plus clair. couleur bien entendu de l'enceinte blanche. Ok, super. Voilà. Et ben écoute, je te remercie beaucoup. Je t'en prie. Et puis plaisir. Pareil, plaisir partagé. Ouais. Et puis on va sûrement se retrouver au PAVS. Certainement. Et puis on te souhaite bon courage pour la suite du salon. Gentil, et puis à bientôt. Et à bientôt. Salut. Merci Jonathan. Au revoir. Bonjour Gaël. Salut Jonathan. On est chez Triangle. Exactement. Bienvenue. Merci. Et du coup, tu as une nouveauté à nous présenter pour cette année. Donc c'est une avant-première? Donc c'est un lancement produit qu'on fait donc, du coup à l'occasion du salon de Munich. Donc on vient présenter la BR04 qui est une enceinte de la gamme Borea qui vient compléter aujourd'hui la gamme très complète. Oui. Et l'idée c'était de partir d'une base de BR03 et en l'améliorant sur pas mal de points pour en faire un produit encore plus performant. Notamment dans les basses. Parce que c'est vrai qu'au premier regard, quand on rentre, moi je vois une BR03. Alors presque, il y a quand même 2 éléments hyper importants qui vont changer. D'une part, on passe d'un double évent tubulaire sur la face avant à un seul, plus gros, et aussi les coloris. Pour différencier le produit, on retrouve les coloris qu'on avait sur la gamme connectée. Exactement, c'est ça, avec des bitons plus prononcés.
L'idée, on a un produit qui est techniquement assez proche de la BR4, même s'il est plus performant. Donc on voulait le différencier aussi côté design pour ne pas les confondre. Ok, alors qu'est-ce qui change vraiment principalement? On a parlé de l'évent. Par rapport à la BR03, est-ce qu'il y a d'autres changements? Oui, alors il va y avoir 2 autres points qui vont différer. Techniquement, au niveau de la membrane, on va avoir une membrane qui va être plus lourde, ce qui va permettre de pouvoir avoir une gestion dans les basses encore meilleure. On va pouvoir descendre plus bas dans les basses. Ok. Et en fait, pour combiner ça, on a été contraint, obligé d'augmenter la taille de la caisse. Le volume Donc on de a une charge. caisse qui est un peu plus grande, en effet, pour avoir un volume de charge plus important. Donc si on combine cette nouvelle membrane, la caisse plus grande et le nouvel évent tubulaire, on a les 3 nouveautés techniques sur la BR4 qui font que on a des performances qui sont encore plus sympas. Ok, en termes de connectique, qu'est-ce qu'on a sur cette enceinte? Alors, ça aussi, c'est un des autres éléments qui va faire la différence avec la BR3. On fera des plans de coupe si tu Ok. veux. Tu veux que je la retourne? À la limite, si tu peux, sans la faire tomber, Hop, pas de si souci. tu veux un coup de main, tu me dis. Ça va le faire, super. Impeccable, top. Et donc en effet, au niveau du bornier, on est passé sur un double bornier qui va permettre aux consommateurs de pouvoir faire du bicablage ou de la biamplification à leur souhait. Ok, ça ce n'était pas présent sur la BR03. Exactement, ouais. C'est une des évolutions qu'on a voulu aussi sur la BR4 pour en faire un produit un peu plus typé audiophile, mélomane. Ok. On en a parlé rapidement des finitions. Est-ce que tu peux nous donner il y a quoi comme finition? Donc là on est sur la version avec une sorte de verre anglais en façade. Exactement. Donc ça c'est le verre et au total il y aura 6 finitions sur la BR4. Donc on aura 6 coloris en tout, avec 3 qui sont issus de la gamme Borea passive classique, à savoir le noir, le blanc et le chêne clair. Ok. On aura 2 finitions inspirées de la gamme Borea Connect, à savoir le vert et le bleu, et une toute nouvelle finition châtaignier qui sera exclusive à ce produit. Ok, et du coup la châtaignier, on a du coup là, une façade aussi en bois. Non, ce sera une façade noire. Façade noire. Ouais, Ok. cabinet en bois, châtaignier bois, ouais. et façade noire. Ok, d'accord. Dernière question, avant-dernière question. La disponibilité et le prix. Alors la disponibilité, c'est un produit qui est actuellement en précommande et qui va être sur le marché sur le courant du mois de juillet. Donc Ok. ça arrive rapidement. Ok, d'accord. Et au niveau prix, on sera sur un produit qui va être proposé à 549 € la paire. Et avec, en comparaison à Borea BR03. Oui, la BR03 aujourd'hui elle est proposée à 449 € la paire. Ok. Donc on reste vraiment dans cette gamme, dans cette logique de gamme abordable sur Borea. Ok. Et dernière question, qu'est-ce qui est prévu encore cette année chez Triangle? Alors, je ne peux pas vous en dire parce qu'actuellement les projets sont en mode secret, mais on a vraiment plein de choses. Il va nous le dire. Plein de choses de prévues. Donc on va être amené à se revoir très bientôt. Donc on se donne rendez-vous au PAVS à mon avis pour faire une nouvelle interview sur plein de nouveaux produits. Avec grand plaisir. Ok, d'accord. Merci Gaël en tout cas. Merci à toi Jonathan. On te souhaite un bon salon, bon courage et puis à bientôt. Salut. Ouais. Bonjour Chante, Jonathan, bonjour. comment ça va? Super, au top. Alors on est chez Cobuzz et aujourd'hui, enfin cette année, au High End de Munich, il y a eu une grosse annonce. C'est d'ailleurs même la plus grosse annonce qu'il y a sur le salon. On a reçu des dizaines et des dizaines de mails depuis hier soir, Oui. car vous lancez Oui. une nouvelle fonctionnalité Oui. qui est Cobuzz Connect, enfin. enfin. Alors avant de parler de Cobuzz Connect, on va déjà refaire un petit peu le passé de l'entreprise, savoir d'où vient Cobuzz et puis après on verra sur pourquoi avoir lancé Cobuzz Connect. Donc je te laisse la parole. C'est très simple, Cobuzz, ça a été créé en 2007 et à l'origine c'était une plateforme de streaming uniquement dédiée sur le classique et le jazz. Donc vraiment axé sur ces deux genres de musique. Et au fil des années, ça a évolué et on s'est ouvert, le catalogue s'est ouvert à tout type de musique pour répondre aux besoins de plus de monde, tout simplement. Et la philosophie, depuis 2006, c'est ça? La philosophie, c'est quoi chez Cobuzz? Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il existait Deezer, Spotify. Pourquoi avoir lancé cette plateforme de streaming? Qu'est-ce qui était différenciant? Qu'est-ce qui était différenciant? C'était la qualité audio. C'était la qualité audio, c'était ce que les créateurs de Cobuzz ont voulu faire de différent des autres plateformes, de proposer vraiment une plateforme où tu peux écouter ta musique dans la meilleure qualité audio possible, à savoir ce qui va sortir des studios, ce que l'artiste a fait en studio, le master, et on va pas le retoucher, on va pas toucher au fichier, il va rien se passer, donc il sort tel quel et il arrive sur Cobuzz. Ouais, parce que c'est vrai que jusqu'à il y a assez peu de temps, je dirais 5 ans,
on écoutait encore du MP3 des fois ou du AAC sur les plateformes de streaming. Ça, il n'y a jamais eu chez Cobuzz. Alors, il y a eu un moment donné, Ok. et après, la décision a été prise d'arrêter. Ok. Justement pour ne se consacrer que à la haute résolution. Donc, on est les pionniers sur la haute résolution. Évidemment, Mondialement connu. Cobuzz c'est réputé partout dans le monde. exactement. Maintenant, les autres plateformes, pas toutes, ont rejoint ce créneau-là aussi. Parce C'est qu'ils bien, constatent- vous avez poussé un peu les frontières. Voilà, c'est ça. Je pense que sans Cobuzz, il n'y aurait peut-être pas eu autant d'engouement vers des fichiers de qualité. Je pense qu'on serait resté avec quelque chose, avec de la compression. Donc c'est vrai que c'est bien et que ce soit une entreprise française en plus qui soit Aussi. leader sur cette partie. Aussi, même si encore beaucoup de personnes ne savent pas que Cobuzz c'est français, parce qu'on a un nom particulier. Oui. Et qui sonne bien partout, dans toutes les langues. Voilà, donc ça c'est encore un autre sujet, mais effectivement, quand ils apprennent que c'est français, bah voilà, il y a c'est français, c'est France. Donc voilà, c'est très cool et ça motive les équipes, en fait, ça conforte ce qu'est Cobuzz, de la manière dont on évolue, Oui. la manière dont les équipes font évoluer l'application. Faut savoir que Cobuzz c'est une petite boîte, on est entre 120 et 130 personnes, tout en comptant nos collaborateurs qui sont à l'international. Et on se bat vraiment en fait. C'est qu'on est sur un créneau où on a face à nous des mastodontes. Oui. Donc nous, on ne cherche pas à se comparer aux autres. Non. C'est surtout le public qui nous compare avec les autres, ce qui est normal parce que le service est le même, c'est du streaming, pas seulement chez Cobuzz. Donc évidemment, on se bat avec nos armes, mais il faut être conscient que voilà, on ne peut pas tout faire comme... je ne vais pas citer les marques, mais on ne peut pas tout faire comme toutes les autres. Donc on a nos priorités. C'est pour ça que Cobuzz Connect a pris du temps à être implémenté, à être créé. Sauf que maintenant c'est bon. Alors du coup, effectivement, on arrive à Cobuzz Connect. Alors je rappelle juste qu'un petit peu plus tôt dans l'année, vous avez quand même sorti quelque chose d'assez intéressant, c'est que le DSD est arrivé chez Cobuzz. C'est ça. Donc c'est un format, donc on a le format FLAC, et là on est arrivé sur du DSD, donc c'est c'est la couche qu'on a sur les SACD. Donc c'est actuellement la meilleure qualité possible sur la plateforme. Et vous êtes les seuls à le faire. Alors on est les seuls à le faire effectivement. En revanche, il faut bien garder en tête qu'aujourd'hui, le DSD et le DXD sont seulement disponibles à l'achat. Donc le streaming ne sera pas possible pour le moment. Déjà d'une, les fichiers sont trop gros. Et puis après, il y a toute une partie de contrat qui fait que ce n'est pas possible. Pour le moment, oui, vous êtes un peu... Et le catalogue est limité, donc voilà. C'est beaucoup de classiques. Aussi. Et souvent, en plus, c'est des titres qui sont un petit peu datés, entre guillemets. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de mastering qui se font en DSD et DXD. Oui. Alors peut-être que ça viendra un jour, grâce à vous. Voilà, mais c'est disponible à l'achat. Et beaucoup de clients ont été très heureux de tester ça. Évidemment, les références ne sont pas très nombreuses, donc, oui, bien sûr. donc voilà. Et ça dépend aussi d'un pays à l'autre. Le catalogue disponible est très très divers en fait. Donc c'est vrai qu'on le propose, c'est toujours un plus. Mais pour l'instant, en streaming, c'est pas l'heure du jour. Ok, Un jour peut-être. on espère. Voilà. Alors du coup, on arrive à Cobuzz Connect. Pourquoi avoir lancé déjà Cobuzz Connect? Pourquoi avoir lancé Cobuzz Connect? C'est très simple en fait. On a énormément d'utilisateurs qui utilisent Cobuzz, peut-être pas de manière native justement. Donc dans certains appareils, ça l'est. Ouais. Pour beaucoup d'autres, ça ne l'est pas. Ils doivent passer par des applications tierces. Ou passer par AirPlay pour ceux qui ont un iPhone. Voilà. Ou du Bluetooth. Ouais. Et c'est pas pratique du tout parce que du coup l'expérience, la full expérience Cobuzz, ils peuvent pas utiliser Cobuzz comme ils l'utilisent sur leur téléphone ou sur leur PC ou sur leur Mac. Ouais. Ou leur tablette. Donc cette fonctionnalité était indispensable pour prolonger et avoir l'expérience Cobuzz en fait partout, peu importe le device, sous conditions de compatibilité évidemment. Oui, parce qu'il faut quand même que le produit qu'on ait en face comprenne le signal qu'on lui envoie. Voilà, ça c'est marche ça. avec l'application sur smartphone, mais aussi sur ordinateur. Exactement. Et donc c'était nécessaire pour nos utilisateurs dans le sens où d'autres plateformes ont cette fonctionnalité qu'on appelle Connect. Oui. Et que évidemment c'est un côté pratique en fait. Donc quand on voit quelque chose de très pratique sur une autre plateforme, on se dit j'aimerais bien aussi ça chez moi, je utilise Cobuzz, je veux ça aussi. Donc on y est. Donc d'un point de vue d'un point de vue consommateur, Oui. effectivement c'est plus facile, mais pourquoi tous les constructeurs n'intégreraient pas l'application native et pourquoi faire le choix de Cobuzz Connect? C'est quoi la différence en fait entre les deux? Avec Cobuzz Connect,
l'implémentation est facilitée pour les marques, là où si elles veulent l'intégrer dans leur système à eux, en fait, ils vont devoir faire du développement Développer un particulier. bout d'application. Voilà. Et donc, alors selon les marques, selon les entreprises, ça peut prendre plus ou moins de temps. Évidemment, Il faut des selon ressources, il faut avoir les connaissances. Exactement, c'est ça. Alors certaines implémentent Cobuzz nativement, certaines le font via des applications tierces, mais ce n'est pas Cobuzz comme on le connaît, et tout ce que l'on propose n'est pas forcément disponible. Ouais. Il y a tout ce panel de possibilités. Et c'est là où c'est frustrant pour beaucoup, c'est que ok, j'ai le son, mais en fait j'ai pas l'expérience que j'ai dans l'application. Je n'ai pas les crédits, je n'ai pas les recommandations faites par notre équipe édito, je n'ai pas le contenu magazine que l'on fait aussi dans l'application. Donc il y a le son, ok, mais en fait j'ai pas tout Cobuzz. Alors c'est vrai effectivement, et ça on l'a pas souligné, mais l'application Cobuzz, que ce soit sur iPhone, Android ou sur PC Mac, Ouais. c'est pas que de la musique. Exactement. Il y a aussi beaucoup de contenu qui gravite autour, il y a C'est ça. même des tests matériels. Exactement. En fait, dans Cobuzz, il y a plusieurs piliers Cobuzz. Premièrement, évidemment, le streaming. On vient premièrement sur Cobuzz pour écouter la musique qu'on souhaite, faire les playlists, s'échanger des morceaux, etc. Deuxième chose, avec Cobuzz, on peut télécharger, on peut acheter de la musique. Il reste assez peu d'acteurs qui proposent l'achat, on le propose encore, donc ça fait déjà un autre point différenciant. Troisième chose, c'est évidemment la curation humaine. Donc dans Cobuzz, toutes les mises en avant, les playlists, elles sont faites par des vrais humains, ou par nos partenaires, ou par des artistes. Parce que c'est comme je dis assez souvent, c'est comme si tu allais chez le disquaire, qui fait sa sélection tous les vendredis. J'ai écouté tel album, je te conseille d'écouter ça. En fait, c'est la même chose. Quand tu arrives sur notre page Discover, sur la page d'accueil, la sélection qui est faite, ce n'est évidemment pas les milliers d'albums qui sortent tous les vendredis. C'est ce que l'équipe a écouté et s'est dit, ok, ça on va les mettre en avant parce qu'il y a quelque chose et on veut que vous écoutiez ça pour telle ou telle raison. Ouais. Effectivement, on a aussi donc un contenu éditorial, donc il peut y avoir des news, des interviews vidéo écrites avec les artistes, des articles qu'on appelle panorama, c'est-à-dire qu'on va mettre en avant, je sais pas, un genre musical ou une actualité, ou un événement, histoire de donner plus de contexte à quelque chose dans ce temps-là en fait. Et dans ce contenu éditorial, on a aussi une section dédiée à la hi-fi. On va faire des tests de matériel, on va faire des tutos, on va par exemple, qu'est-ce que le FLAC ? Qu'est-ce que c'est qu'un DAC ? Comment ça fonctionne ? Donc on a évidemment tout ça qui complète notre offre en fait. Et ce que je dis toujours, c'est que sur Cobuzz, tu peux venir écouter ta musique. Et en fait, en même temps, tu peux aussi lire, tu peux apprendre, tu peux découvrir. Et en fait, C'est ludique. C'est ludique, mais c'est aussi, alors c'est un peu dans l'air du temps. C'est-à-dire c'est une expression 360 autour de la musique qui te permet d'aller au-delà du simple fait d'écouter la musique. Et la dernière chose aussi qui a été lancée il y a maintenant 2 ans, ça s'appelle Cobuzz Club. Cobuzz Club, c'est notre plateforme communautaire, donc c'est comme un grand forum où nos abonnés, mais pas seulement, peuvent s'inscrire, c'est gratuit, pour échanger sur l'actualité hi-fi. On a des channels sur pop rock, jazz, metal, reggae. En fait, voilà, on s'échange des sujets de discussion, mais il y a aussi de l'animation de notre part dedans sur alors, quelles sont les dernières nouveautés, souhaitez-vous rejoindre la bêta Mais c'est ça exactement, Voilà. parce que même nous, on utilise à titre professionnel Cobuzz, on a des canaux qui sont dédiés pour nous. Oui. Enfin, c'est vraiment, on prend soin des consommateurs et il y a une vraie écoute. Donc c'est très intéressant comme plateforme, mais c'est assez unique dans l'industrie. Ouais, surtout que Cobuzz, même si les équipes travaillent dessus, sans vous, sans nos utilisateurs, il n'y aurait pas de Cobuzz. Donc cette plateforme communautaire, justement, c'est aussi un moyen de regrouper tous les fans de musique ou de hi-fi dans un seul et même endroit, même s'il y a d'autres channels en fait sur internet qui permettent de faire ça. Mais voilà, ça marche super bien et ça tend à se développer. On a aussi récemment, là, il y a quelques mois, ouvert une section dédiée aux germanophones. On avait fait une section française il y a tout récemment. Et puis la section internationale en anglais. Donc voilà, ça évolue aussi sur pas mal de s'étend choses. sur le monde entier. Voilà, c'est ça. Cobuzz Connect, c'est disponible. Tu sais à peu près combien il y a de marques qui sont compatibles, j'ai envie de dire Day One aujourd'hui? On a annoncé Cobuzz Connect avec quasiment 60 marques. Ok. Et d'ailleurs, il y a des marques assez prestigieuses qui n'étaient jusqu'à présent pas compatibles Cobuzz. Effectivement.
comme l'enceinte qu'on a juste là. L'enceinte qui est juste derrière, par exemple, on la montrera. Denon et Mount, évidemment, avec l'écosystème EOS qui arrivera dans un second temps en natif dedans. Mais effectivement, Denon et Mount, on les Qui avait est l'un pas. des mastodontes hein, ça. de l'industrie de la hi-fi. Et là, ça va ouvrir à des nouveaux abonnés. Ah bah alors moi comme je vous ai dit juste avant, je m'occupe des réseaux sociaux chez Cobuzz. Donc tous vos commentaires, je les vois. Je les vois. Gentil, hein. Donc l'attente sur Connect, je l'ai vécu avec vous. Et c'est que on a des personnes qui attendaient Denon et Mount pour venir chez Cobuzz. Donc je suis très content maintenant avec Et c'est surtout ce qui est drôle, c'est que jusqu'à peu de temps, en fait, c'était presque l'inverse maintenant qui commençait à arriver. C'était que les gens ne voulaient plus trop acheter du Marantz et du Denon en attendant que Cobuzz soit intégré. Voilà, c'est ça. Donc à quel point la plateforme a pris du poids dans l'industrie et surtout dans le secteur vraiment de la hi-fi pure. Ouais, non, mais c'est. Alors évidemment, Denon Mount, c'est très important pour nous aussi. Et le groupe dans lequel ils sont aujourd'hui, et oui, parce qui que prend ça, de plus en plus de et poids. ça a changé il y a très peu de temps. Mais on va pas, évidemment pas occulter toutes les autres marques non, bien sûr. avec qui on travaille déjà ou des nouvelles. En fait, surtout, c'est de voir aussi après notre annonce officielle hier que des nouvelles marques, des nouveaux partenaires viennent vers nous pour aussi l'implémenter dans leurs devices à venir. Et à terme, on envisage d'avoir plus de 90 marques. En fait, d'autres sont encore en train de bosser dessus. Oui. Donc ça va arriver au fur et à mesure. Il faut que les produits soient mis à jour par contre, voilà, côté constructeur. Ouais. Maintenant, je vais aussi apporter une spécification, enfin un complément d'information sur pourquoi pas telle ou telle marque en fait. C'est que les marques sont libres de l'intégrer comme elles le veulent, sur les modèles qu'elles veulent et sur les générations qu'elles veulent. Donc il y a déjà cet aspect-là, et après il y a l'autre aspect de certaines marques qu'on n'a pas aujourd'hui. C'est à eux de faire la démarche pour l'implémenter. Nous on est prêt à leur fournir ce qu'il faut. Maintenant c'est à eux de voir s'ils ont les ressources pour le faire dans un laps de temps restreint ou pas. Donc voilà, si vous avez envie d'avoir Cobuzz Connect sur votre device ou sur votre marque, contactez la marque directement. Parce que nous on est prêts en fait. Voilà. On est prêt à les aider, on va les accompagner. Et donc c'est surtout ça. Et c'est super important d'avoir ça en tête parce que effectivement certaines grosses marques ne sont pas disponibles pour l'heure. Oui. Et ce n'est pas que Cobuzz ne veut pas, c'est que parfois c'est particulier à mettre en place. La balle est dans le camp des constructeurs à présent. Il y a les solutions techniques qui sont apportées par Cobuzz. Voilà, c'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a des projets à l'avenir pour 2025, 2026, 2027 chez Cobuzz? Est-ce que tu as des petites infos à nous donner ou pas ou vous avez vraiment consolidé l'existant? Alors déjà Cobuzz Connect, ça nous a pris énormément de temps. Ça fait des années qu'on en entend parler. Oui, ça fait des années. Qu'est-ce qui arrive? On va surtout apporter des nouveautés dans l'application. On parle souvent des recommandations. J'aimerais que Cobuzz me propose des choses basées sur mes favoris. Voilà, je suis tel ou tel artiste, d'avoir en gros, ah bah oui, il a sorti un album récemment et j'ai l'info. Donc ça c'est quelque chose qui va arriver prochainement, qui va être lancé en bêta. Donc inscrivez-vous à la bêta si vous voulez être les premiers à tester des nouveautés. C'est super important, aussi pour nous, pour avoir des feedbacks en fait. Bien sûr. Et c'est aussi voilà, d'optimiser alors les applications mobiles c'est une chose, les applications desktop et web c'est encore autre chose. Et pour tout le reste, je ne peux malheureusement rien dire de plus. Ah, c'est dommage. Mais il y a des belles choses évidemment, parce qu'on ne va pas s'arrêter là. On est au high-end, donc il y a des belles choses à mettre. Pour la dernière année à Munich avant d'aller à Vienne. Vous avez su vous faire entendre pour la dernière année. Voilà, c'est ça. Donc non, évidemment, les autres grosses nouveautés ou les innovations, on partagera ça en temps voulu. Mais en tout cas, côté app, côté utilisation, on a déjà eu pas mal de mises à jour récemment avec les pages labels, les pages artistes, qui vont aussi avoir, je ne vais pas dire des upgrades, mais en fait, ça va aller un petit peu plus loin encore là-dessus. Et voilà. Pour l'instant, on en est là. Et le reste, bon, bah, ça sera pour une prochaine fois. C'est dans le coffre-fort. Super. Je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as accordé, pour ta patience. On te souhaite un très bon salon et puis un beau succès à Cobuzz et à Cobuzz Connect les prochains mois. Et puis à bientôt. Bah ouais, super. Salut. Merci. Cette vidéo est maintenant terminée. Alors on voulait s'arrêter sur cette image qui est derrière moi avec les drapeaux du high-end, avec la petite mention Munich juste en bas, parce que l'année prochaine ce sera à Vienne. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu, que ces 2 jours vous ont plu. On a essayé de faire le maximum de marques, mais malheureusement, comme d'habitude, vous connaissez la musique, hein, c'est toujours très compliqué. En tout cas, n'oubliez pas de laisser un commentaire, un petit pouce bleu, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut.